Alors, la table ronde que je vais animer va nous permettre d'approfondir et de continuer ces débats. Cette table ronde est composée de Sophie Géel, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information à l'Université Paris 8. Madame Gastaldi, qui est coordinatrice du collectif de journalistes indépendants We Report. Bonjour. Amandine Kervella, chercheuse en sciences de l'informatique à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix. Bonjour, c'est sciences de l'information. Excusez-moi. François Laboulet, chef de projet éducation aux écrans à l'Association nationale des CMA. Donc on est en présence d'un représentant de ce que dans mon jargon on appelle l'éducation populaire. Et enfin Monsieur Péaquin, qui est réalisateur, également auteur de films documentaires et président de la section Val d'Autun de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Alors, je vous propose qu'on revienne à ce qui s'est dit précédemment, c'est-à-dire à tout simplement cet enjeu, je dirais, civil, républicain, que représente l'éducation aux médias. Ce que je retiens en tout cas de l'intervention de M. Cardon, c'est que, en définitive, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis à partir du moment où, à la base, il y a une éducation, et notamment une éducation des élèves pour développer un sens critique et leur permettre d'appréhender de façon plus intéressante ces médias. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de complot, il n'y a pas, on va dire, une forme de manipulation de l'intelligence artificielle, mais la balle est du côté de l'humain. Et c'est, je crois, ce qui est véritablement rassurant. Peut-être, Madame Géel, vous pouvez reprendre sur ce thème. Écoutez, si je m'appuie sur mes travaux, qui sont des travaux de réception, donc d'usage du numérique, notamment par les jeunes, bien sûr que je suis entièrement d'accord avec ce constat, c'est-à-dire que les usagers ne sont pas seulement des petites marionnettes comme certains documentaires diffusés sur Netflix voudraient le faire croire, ou d'autres représentations très, très simplistes du fonctionnement des algorithmes et surtout des usages du numérique. Donc, sur cette idée-là que, évidemment, l'école peut travailler du côté des usagers, des jeunes usagers, en ayant conscience aussi du fait que ce qui change avec les plateformes numériques, c'est que tous les usagers, quel que soit leur âge, dès lors qu'ils ouvrent un compte, sont soumis donc à un certain nombre d'informations qui sont particulièrement complexes à comprendre, complexes à sourcer, etc. Et mènent un travail que moi j'appelle un travail éthique. C'est-à-dire avoir conscience du fait que tous les jeunes qui se retrouvent, alors ça serait vrai aussi devant d'autres écrans de télévision, de cinéma et autres, mais ce qui est spécifique dans les plateformes numériques, c'est aussi le bombardement, c'est-à-dire la rapidité du fil de recommandation qui expose à des contenus qui sont extrêmement diversifiés. Donc ce qui est un peu compliqué pour l'école, enfin en tout cas un peu crucial, c'est d'avoir conscience du fait que les jeunes sont dans ce questionnement éthique en permanence, en fait. Donc l'enseignant peut les aider à y réfléchir, mais il faut avoir conscience du fait que ce n'est pas l'enseignant qui va apporter ce questionnement éthique, parce que les jeunes sont en permanence là-dedans. Je partage pas, qu'est-ce que je crois pas, etc. Et donc c'est... voilà, c'est pour ça aussi que les théories autour de l'attention ne sont pas du tout dénuées de sens ou de justification, parce que effectivement le fonctionnement informationnel au sens très très large du terme des plateformes numériques vient perturber quand même le fonctionnement non seulement cérébral mais aussi éthique de chacun, puisqu'il est enjoint à se positionner par rapport à des choses qui sont très très complexes. Mais voilà, donc ça, par rapport à mes travaux, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord avec ça, l'importance à la fois du côté des sociologues d'entendre ce que les jeunes ont à dire de leurs usages informationnels ou de leurs usages numériques. Je le développe aussi dans le cadre
de l'Observatoire des pratiques numériques que les CMEA conduisent en Normandie. Et donc, c'est très, très utile de pouvoir régulièrement, chaque année, s'informer de comment évoluent les pratiques numériques des jeunes. Et l'autre chose, c'est que je ne sais pas si j'aurai la possibilité, à l'occasion de cette table ronde, de dire quelques éléments du rapport que nous avons conduit avec Nolwenn Tréondard s'y présente, et puis nos autres collègues, notamment Sébastien Appiotti et Laurence Corroy, sur les activités d'éducation aux médias qui sont menées en Haute-Savoie, puisque nous avons eu cette commande du conseil départemental, notamment. Voilà. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, et personnellement j'aimerais qu'on y revienne, puisque bon, j'ai joué un modeste rôle également dans ce travail. Du tout. Et je me tourne vers le collectif We Report, que j'ai cité tout à l'heure en tant que, je dirais, partenaire de poids, de qualité dans le projet qui a été nommé. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez en tant que journaliste, de cette mise en question également du métier de journaliste, parce que ce qui me semble important, c'est que dans cette entreprise parfois de manipulation, je me pose la question de la formation même du journaliste, parce que c'est quelqu'un qui au départ, dans sa formation, est censé avoir une certaine forme de recul, en tout cas j'ai la faiblesse de le penser. Alors, en tant que journaliste, qu'en pensez-vous, effectivement ? Évidemment, c'est la question fondamentale. Quand on est journaliste, on doute. Tous les jours, on prend du recul. Et je trouve ça très intéressant d'être face à des élèves, face à des enseignants qui aussi nous posent ces questions-là, nous font réfléchir sur nos pratiques et nous posent régulièrement des questions du type « est-ce que c'est vrai ? Comment ça fonctionne ?» Et ça nous permet d'avoir ce temps qu'on n'a jamais, puisque nous-mêmes, on peut être dans ce flot d'informations pour réfléchir à notre pratique. Et moi, ce qui a changé un peu pour moi depuis que je fais de l'éducation aux médias, c'est que je suis beaucoup plus pédagogique, je pense. Maintenant, quand je propose une interview ou demande une interview à quelqu'un, j'explique beaucoup plus les ressorts de cette interview parce que j'ai pris conscience que voilà, nous, on est des ouvriers de l'information, on est parfois à la chaîne pour certains d'entre nous et ça nous paraît évident que tout le monde sait comment on travaille, mais en fait, pas du tout. Et il faut prendre ce temps d'explication des coulisses de l'information. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de représentations sur le métier de journaliste, et l'intérêt justement du travail qui a été mené dans ce projet transfrontalier, c'est de faire comprendre que être journaliste, c'est pas simplement avoir ce type d'objet en main, c'est une technique, c'est une pratique, ce sont des choses qui s'apprennent et qui ne se fondent pas nécessairement sur le tas, n'est-ce pas ? Exactement, c'est assez systématique quand on arrive dans une classe, par exemple. Les premières questions vont être « Est-ce que c'est vrai que les journalistes gagnent beaucoup d'argent ? Est-ce que vous faites du tourisme quand vous partez en reportage ?» Et ça commence par ce genre de stéréotypes qui sont normaux. Hein, et on commence à leur expliquer que c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, tout de suite, on leur met des micros, des enregistreurs, des appareils photos, des caméras parfois entre les mains. Et ils vont faire de A à Z un reportage. Parfois, ils vont même réaliser eux-mêmes une émission radio. Et là, ils comprennent toute la difficulté, la complexité, mais surtout la responsabilité des journalistes dans le partage, la restitution d'une information au plus juste. Donc, on travaille, on leur explique aussi la déontologie. Alors, ça paraît être un mot un peu barbare quand on leur expose le terme de déontologie journalistique. Et puis après, ils comprennent voilà, les enjeux qu'il y a derrière et puis cette sorte de code d'honneur que peuvent avoir les journalistes. Et c'est hyper important pour eux. Et ensuite, ils adorent voilà, faire cette chasse à l'information et comprendre comment on protège une source. Je crois que c'est un des ateliers qui marche le mieux, c'est comment on protège une source. C'est quelque chose qui est nouveau pour eux et qui leur fait comprendre vraiment l'enjeu des journalistes, des médias de l'information dans notre société. Monsieur Péaquin, est-ce que vous-même, en qualité d'auteur de documentaire, vous avez travaillé cette question de la représentation du métier de journaliste, notamment auprès des jeunes ? Oui. On travaille aussi bien sur du reportage que du documentaire, et c'est deux approches différentes. Mais avant toute chose, je les fais réfléchir sur le décryptage de l'image. Notamment parce que l'image est un langage, et ce n'est pas une langue. Et ça diffère totalement. C'est-à-dire que dans la langue, quand on écrit, on a quand même une sorte de recul. Dans le langage, si je ne connais pas le chinois, si je ne connais pas les langues étrangères, je n'ai pas accès même à des fake news. Par contre, dans l'image, j'ai accès
au-delà même de la culture. Il y a une culture commune, un langage universel à tous dans l'image. D'où la puissance, à mon avis, l'innovation extrême. Et ce n'est pas un hasard si ça vient de Chine, de TikTok. TikTok, c'est fascinant, à mon avis, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on est dans une forme de régression, où on est dans, même si le monde est très présent et fait des choses remarquables au niveau de la divulgation, mais c'est une goutte d'eau. En fait, c'est vraiment dans de la régression. Le fait même de ne plus avoir d'interface, Facebook, YouTube, Instagram, c'est dépassé, parce qu'il y a une interface. Et le fait d'avoir une interface, ça oblige à avoir une certaine forme d'attention. Or, avec TikTok, on a un pouce, et c'est tout. Et on vient un petit peu dans une forme de, c'est canalisé, appelle le magma oral. On retourne dans ce qui est primaire. Avant la langue, on a le langage. Donc moi, c'est ce qui fait, et c'est ce qui fascine les jeunes maintenant. Donc j'essaye de travailler avant tout sur cette analyse, décrypter, déconstruire, avant de les faire reconstruire en leur donnant des ateliers, des exercices pratiques. Donc comprendre quels sont les instruments, comment on fabrique une image, et quelles sont les images qu'ils regardent. Vous avez toute une image, une fonction, n'importe. Alors, on va faire des choses sérieuses, on est à l'école. Non, mais qu'est-ce que vous regardez, vous? On n'ose pas trop, mais je regarde ça sur TikTok. Bien, alors, on l'analyse, on déconstruit. Et une fois qu'ils ont les codes, ils disent « Ah, alors, en fait, je me rends compte que j'avais une certaine facilité, mais c'est beaucoup plus complexe. » Comme disait Mme Cascaldi, leur faire travailler sur ça. C'est-à-dire, une fois qu'ils commencent à prendre un micro, une caméra, je dirais même plus... Le stylo, c'est déjà... Il faut les reporter ensuite à l'écriture. C'est-à-dire qu'ils prennent une caméra en main, ils construisent quelque chose, ils commencent à regarder d'autres choses. Et ils se détachent progressivement d'une image de régression à une image de construction. Et à partir de cette image, moi ensuite, je les porte sur l'écrit. Il faut commencer maintenant à travailler sur l'image pour aller peut-être vers l'audio et ensuite vers l'écrit. Si je vous comprends bien, c'est un double travail que vous menez, puisque à la fois il s'agit de faire réfléchir les jeunes sur les images, celles que je vais par exemple trouver moi-même sur cet objet-là, mais il s'agit également de les faire travailler sur les mots, c'est-à-dire les apprendre à mettre en mots ce qui chez eux sont des impressions, n'est-ce pas? Oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment ce parcours-là. Premier parcours où on déconstruit, on leur donne en fait les éléments de grammaire audiovisuelle, en leur faisant comprendre que la grammaire audiovisuelle est extrêmement pauvre. Hein, et vraiment devenir réalisateur, il faut même pas une demi-journée. Ouais. Faire un produit de qualité, enfin, ce qui peut... Et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour un produit de qualité? C'est des années, peut-être on n'y arrive jamais. Donc il y a une différence énorme entre ce qu'est la théorie de la grammaire audiovisuelle et ce qu'est sa mise en pratique. C'est ça aussi les limites et la force du langage. Parce qu'une langue, si je dire, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai utilisé mon propre code. Eh oui, mais si j'utilise mon propre code, je ne parle qu'à moi-même. Donc ça demande déjà un effort supplémentaire. Ce qui n'est pas le cas de la grammaire audiovisuelle qui est extrêmement binaire, simple. Mais c'est dans sa construction qu'elle devient complexe. Et donc, c'est vraiment dans cette déconstruction de cette pauvreté, et ensuite de les faire travailler, et là, mettre des mots, faire travailler sur un langage, donc en image, et sur cette image, mettre des mots aussi. Et l'importance aussi des mots, mais aussi de tout ce qui est bande-son, de tout ce qui est sonore, de tout ce qui est musique. À quel moment doit apparaître la musique? Alors, il y a de plus en plus, et je leur fais travailler aussi sur les nouvelles chaînes d'information. Par exemple, en Italie, c'est vrai ce que disait Enrico, on est très en avance, en quelque sorte. Hein. On est très en avance. Dès les années 80, avec Berlusconi, il avait déjà tout compris. Il y avait déjà un appauvrissement de la télé. Il a appauvri énormément la télévision, alors que le niveau en France était très élevé. On voyait dans la construction des reportages l'importance du son, l'importance du montage, l'importance aussi d'avoir plusieurs angles. Et on le voit dans les nouvelles chaînes d'information, CNews, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, il y a de plus en plus de musique, de débat, où ces débats tournent en rond, et le peu de reportages, c'est en général des commentaires avec une bande-son pratiquement minimale.
et on met de la musique pour aussi, parce que la musique, si elle n'est pas utilisée à bon escient, on est de nouveau dans la régression. Donc il y a toujours ces parcours entre langage et langue, langage qui s'entrecoupent, mais vraiment le faire réfléchir à ça, c'est très important. C'est à partir de ça aussi qu'on va construire des citoyens actifs. Et les citoyens actifs, c'est la base de la démocratie. Moi, je leur fais réfléchir aussi sur le fait que ce qui a fait la force des sociétés occidentales à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est une construction d'une classe moyenne. Ça n'a pas été le cas dans d'autres continents, notamment aux États-Unis, où il y a toujours eu une dichotomie, une scission assez forte entre les classes dominantes et le tiers-état, les pauvres d'un côté. Et on est en train de revenir là-dessus, c'est-à-dire que des gens hyper informés, hyper éduqués surtout, et moi je serais intéressé, enfin je ne suis pas chercheur, mais intéressé de voir les gens qui sont abonnés à Mediapart, à mon avis c'est des CSP++, on les appelle comme ça, des gens qui ont énormément de conscience et qui vont se retrouver dans des communautés qui vont devenir des niches importantes. Et de l'autre côté, non pas parce que les gens qui sont, les abonnés qui sont sur Mediapart sont des personnes, puis on déplace les individus, et c'est des individus. La différence entre personnes et individus aussi, je vais faire réfléchir là-dessus, et des individus et une masse. Et de l'autre côté, on aura, ces news notamment, une massification plus importante. Et là, on arrive vers une forme de société antidémocratique. D'un côté, où on aura accès à l'information en payant, parce que pour avoir Mediapart, il faut payer, et donc ce n'est pas accessible à tout le monde, il faut avoir de l'argent. Il y a France Info aussi. Il y a France Info qui est en train de faire ce travail-là, c'est vrai, parce que c'est un service public et qui est contre, mais mais là aussi France Info fait une audience qui a moins d'1%, je crois, qui est très très basse. Le site est très consulté, donc ça c'est intéressant en tout cas, c'est sur cette voie-là qu'il faut aller. Mais voilà, j'ai peur, moi j'ai doute que vraiment si l'école ne prend pas, c'est-à-dire n'est pas la base de cette éducation-là, de dire éduquer vraiment, on risque d'être dans des niches antidémocratiques où on est entre soi, entre gens bien éduqués. Et cela, effectivement, met au premier plan la question de l'éducation aux images. Alors, c'est quelque chose que moi-même je porte à travers des dispositifs tels que collège au cinéma, lycée au cinéma, mais je pense que sur l'éducation aux images, M. Laboulet, je pense que vous pourriez être à même de montrer comment elle s'articule aussi avec un projet peut-être tout simplement démocratique. Alors, on travaille sur l'éducation. De toute façon, l'éducation à l'image, elle est quasiment dans tous nos dispositifs de formation, que ce soit culturel, plutôt émis, information, parce que c'est central dans les pratiques globales, numériques des jeunes. Alors Sophie Gell a parlé de l'Observatoire, donc je suis ravi qu'on soit là tous les deux sur cet échange-là. C'est un dispositif en Normandie, donc porté, financé et piloté par la région Normandie, c'est important, parce qu'il y a un projet politique derrière, une politique éducative, de massifier, c'est-à-dire que de viser à ce que le maximum de jeunes bénéficient d'un minimum d'apport, de parcours avant la sortie de leur cursus scolaire. Dans ce dispositif, cinquantaine de questions, je pense. Il y a une des questions, c'est avez-vous déjà vécu un parcours d'éducation à l'image, aux médias, etc., dans votre scolarité? Plus de 60% répondent non. Ils sont au lycée, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à... Voilà. Donc là, il y a une bascule. On a parlé tout à l'heure avec Madame la vice-présidente l'importance de la continuité éducative du primaire, collège, lycée et les jonctions, les bascules qu'il peut y avoir. Voilà. Et ça bouge énormément parce qu'il y a, quand on a commencé au CMA à travailler sur l'éducation à l'image au travers, vous vous rappelez la grande aventure des blogs, voilà, à cette époque-là, avec encore une fois une collectivité, le département de l'Oise, il y avait, je ne pourrais pas calculer le nombre d'années, mais ça, j'ai l'impression que ça passe très vite. Voilà, il y avait à peine 25% des jeunes de 5e qui
qui découvrait Facebook. Vous voyez comment ça va absolument, c'est hyper rapide. Aujourd'hui, c'est plutôt les parents qui sont largement aussi investis sur les réseaux sociaux. Donc c'est, pour revenir à votre question sur l'éducation à l'image, on essaie qu'il y a, alors certes dans le temps scolaire, puisqu'on intervient, nous, mouvement d'éducation complémentaire de l'école, en co-animation, c'est important de dire ça, voilà. On essaie que les contenus ou les démarches que l'on apporte, méthode d'éducation active, ça c'est ce que veut dire CMA, hein, soit par une approche du faire, par la fabrique de l'image, fabrique de l'information, etc., mais aussi sur, on pas mal se questionner sur le savoir-être vis-à-vis des environnements numériques. Après, sur le savoir, c'est vrai, vous l'avez cité tout à l'heure en préambule, c'est dans les programmes, c'est dans les... Mais après, voilà, donc, nous, on fait les choses à l'inverse, c'est-à-dire on regarde en sortie de la scolarité, voilà, sans porter une critique, hein, je veux dire, c'est que les enseignants sont hyper investis sur, et on demande beaucoup trop, je pense. Voilà. Et nous, l'éducation à l'image vient sur, en fait, la gestion de l'actualité. Je prends juste un exemple, juste avant le Covid en Normandie, vous avez entendu parler, on a discuté plusieurs fois, l'usine Lubrizol, voilà, s'informer, il y a des moments, c'est plus important qu'à d'autres moments, s'informer, c'est décider. Voilà. Et ben la décision, comme dire, des jeunes dans les lycées, collèges, etc., avec le nuage noir qui envahissait la ville de Rouen. Voilà. 2 questions. Est-ce que c'est dangereux? Et est-ce qu'il faut immédiatement quitter la ville? Voilà, ça c'est de l'information. On a besoin d'être informé, d'avoir une réponse, se positionner. Et puis, on a eu quantité de parents, alors, sur Pronote, sur des parents d'élèves, etc., qui disaient qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et donc là, je peux vous assurer que tous les moyens ont été mobilisés par les jeunes, réseaux sociaux, télévision allumée, etc., et avec des discours très différents des autres. On a impossibilité de pouvoir bénéficier d'une information qui nous permet de prendre une décision. Voilà. On pourrait dire la même chose sur une décision lorsqu'il faut voter, une décision lorsqu'il faut faire un choix. Si tu parles de Lubrizol, à ce moment-là, il faut rappeler aussi que les sources de désinformation, tout à l'heure Dominique Cardon rappelait que ça peut venir des médias mainstream, en l'occurrence elles venaient du gouvernement aussi. Je veux dire, et ça c'est des choses importantes à reconnaître, c'est-à-dire il peut y avoir des défaillances du côté du gouvernement et les reconnaître, c'est aussi créer de la confiance par ailleurs, c'est-à-dire limiter la confiance. On a une confiance limitée dans le gouvernement qui, à ce moment-là, on avait des ministres qui nous disaient que ce nuage noir n'était absolument pas dangereux. Je continue. Juste, ce qui nous amène tout doucement, comme dire, à nous, je ne sors pas de mon chemin là, de mouvement d'éducation populaire, de dire c'est quoi la relation éducative. Parce qu'une fois qu'on a épuisé toutes les informations sur les images, voilà, après on se tourne vers qui? Et donc c'est une des questions dans notre observatoire, mais là ça prend du sens particulièrement quand c'est important. Vers quel adulte, enfin en tout cas vers qui se tourne-t-on si on n'est pas satisfait ou si on a une question encore sur une information qui est très importante? La première réponse, c'est entre pairs, c'est entre les... Sophie pourra développer bien mieux que moi, mais les parents, c'est pas trop mal placé, on va dire, dans le top 3. Entre 10 et 11%, on va questionner les parents. Quand le contexte familial permet aussi, si on n'a pas des parents trop complotistes ou trop orientés. Et puis, les acteurs éducatifs dont on fait partie, et les enseignants, on chute à 4-5%. Non pas qu'ils n'ont pas confiance, c'est que n'ont pas intégré le fait que, enseignants, acteurs éducatifs, animateurs, etc., on peut vous accompagner dans le décryptage ou des situations, des événements ou des enjeux de société qui sont relayés par les médias de l'information. On utilise l'image pour certes faire des exercices, mais tout de suite, je vais conclure là-dessus, c'est notre parti pris, de plutôt travailler sur des études de cas, hein, parce qu'on s'est rendu compte,
toujours sur l'observatoire, quels sont les sujets sur lesquels les jeunes réagissent. Sur les réseaux sociaux, c'est la haine en ligne, hein, c'est la montée, ils sont très questionnants sur la banalisation des insultes sur les réseaux sociaux, y compris dans tous les univers, hein, y compris politiques, ouais, ils questionnent ça, ils en sont eux-mêmes victimes. Ils questionnent aussi sur les valeurs de la République, la laïcité. Voilà. Sur le racisme, aussi une banalisation du racisme. Voilà. Donc pour nous ne sommes pas, encore une fois, ni journalistes, ni chercheurs, etc. On est dans une éducation globale. Donc l'éducation à l'image nous ramène très très vite sur de choix d'images ou des situations qui par ailleurs sont quelquefois délaissées par des enseignants et des journalistes. Mais c'est pas moi qui dis ça, hein. On a plus de 300 enseignants avec qui on travaille et je comprends parfaitement qu'ils ne prennent pas le risque d'aborder certains sujets d'actualité en classe. Voilà, donc, je préfère que ce soit les CMA qui interviennent. On a déjà eu 2-3 dérapages voilà, quand on a travaillé les questions du racisme au travers des images, hein, toujours en appui des images, où ça débordait très vite et on envoie les lycéens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, on s'exprime plus facilement, on prend la parole, ils expriment ouvertement leurs opinions politiques en classe. Donc à la fois, il y a un enjeu très partagé de travailler sur l'éducation média et l'information, il y a plein d'acteurs ici, je pense que c'est pas remise en question, et en même temps, il y a un repli sur soi ou une prudence d'aborder certains sujets de peur de ne pas pouvoir être en mesure de les canaliser, de pouvoir les gérer. Oui, alors en ma qualité, je dirais, de personnel de l'éducation nationale, c'est un phénomène d'autocensure que l'on observe à tous les niveaux. Et puisque vous avez prononcé le mot de réseaux sociaux auquel on va revenir, j'aimerais, Madame Kervella, qu'on y revienne un petit peu et que vous nous fassiez part justement des observations que vous faites dans l'exposition des jeunes à ces réseaux sociaux et peut-être la façon dont cette exposition modèle leur comportement ou leur façon de penser. Alors, moi, je vais répondre sans répondre, hein, vous m'excuserez, parce que du coup, je trouve que, voilà, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, moi, ce rapport aux réseaux sociaux, moi, je trouve ça important de partir des pratiques effectives et peut-être de ne pas tout voir en négatif. C'est-à-dire que, pour moi, vous parlez de TikTok tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas considérer TikTok uniquement comme quelque chose de négatif en soi, et les pratiques qui s'y jouent uniquement comme quelque chose qui serait moins bien que des pratiques plus valorisées socialement et surtout plus valorisées dans le cadre scolaire. Et je trouve que on parle dans cette table ronde des enjeux de l'EMI à l'école, et je pense qu'une difficulté et un enjeu, c'est que le cadre scolaire puisse développer de l'EMI qui puisse intégrer aussi peut-être un regard moins normatif sur les pratiques médiatiques et numériques des jeunes, et un regard plus large qui ne se limite pas à des questions qui, encore une fois, sont plus facilement traitables, je pense, dans la forme scolaire, comme la question des fausses informations, comme le rapport aux journalistes, mais il y a plein de choses qui ont trait au loisir, qui ont trait à de la culture populaire, qui font partie de la culture numérique des ados et de tous les individus aujourd'hui. Et je pense qu'une difficulté du cadre scolaire, mais c'est logique, hein, et c'est aussi pour ça que moi je trouve ça très intéressant, la complémentarité des approches pour justement, en éducation aux médias, à l'information, embrasser, je dirais, la pluralité de ce que les individus font avec et sur les médias, les réseaux sociaux, tout ça. Mais voilà, je pense qu'il y a pour moi un enjeu ici qui est assez fort. Et nous, les observations qu'on mène, donc moi, aujourd'hui, je suis chercheuse à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, mais donc je suis en détachement, je suis maîtresse de conférences en Infocom, et les différents travaux qu'on mène en observant des dispositifs d'éducation aux médias nous montrent qu'il y a des espaces qui peuvent se créer au sein de l'institution scolaire pour embrasser cette richesse, mais que ça reste quelque chose de difficile, et ce qui se comprend très bien, parce qu'effectivement, les pratiques qui peuvent se jouer en termes de loisirs sur certains réseaux sociaux sont parfois très 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 loin de ce qu'on demande à l'élève dans son métier d'élève. Justement, est-ce qu'on peut ne pas considérer que la résidence journaliste est le type même d'espace dans lequel peut avoir lieu ce genre d'expérience? Alors moi, je pense que ça peut ou pas, parce qu'en fait, ça dépend quels objectifs est-ce qu'on va donner
à des résidences de journalistes, c'est-à-dire que suivant aussi les objectifs qui sont donnés par la résidence, comment le journaliste ou la journaliste a envie de s'emparer de cette résidence, quelles sont les problématiques propres à un territoire, à une classe qui ne seront pas les mêmes d'un établissement à l'autre. Et nous, ce qu'on a observé, c'est parfois des choses qui effectivement sont très... des résidences de journalistes qui vont aller mobiliser l'info qui se joue sur les réseaux sociaux, des formes qui vont poser la question du journalisme citoyen, parfois, des médias dits alternatifs avec des grands guillemets, et à la fois certaines participations de journalistes à des dispositifs qui sont beaucoup plus classiques et qui parfois défendent aussi des fois une défense de la profession et au-delà d'une défense du rôle des journalistes en démocratie. Donc nous, vraiment, on a observé des choses très très larges. Et ce que je trouvais très intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi de regarder ce que ces résidences apportent aux journalistes et au système médiatique. Et ça, je pense qu'on ne le regarde pas assez, parce que je pense qu'on est encore un peu concentré sur parfois comment on va un peu sauver les jeunes. Et là, moi, je pense que parfois, on sauve un peu les médias. Oui, alors avant de laisser la parole à... Madame Daphné Gassadi. Juste une petite anecdote, mais tout le monde connaît l'émission Interclasse sur France Inter. Si vous ne la connaissez pas, c'est mal. Mais dans cette émission, effectivement, j'ai été en contact avec Éric Valmire, qui est le journaliste de France Inter, et lui-même disait que dans les écoles de journalistes, et là-dessus je pense que vous pourrez compléter ou infirmer ce que je dis, il y a un intérêt de plus en plus aigu des jeunes journalistes pour la pédagogie active dans les classes. Mais revenons à la résidence de journalistes et à la question posée par notre collègue. Oui, je suis complètement d'accord avec Amandine Carvela. On est journaliste, donc de base, on a une déformation professionnelle. Quand on intervient dans des établissements scolaires, c'est vrai que nous, au sein de notre collectif, en tout cas, on a beaucoup de réflexions justement sur attention, on n'est pas là pour apporter un message dogmatique, attention, on n'est pas là pour leur dire quoi lire, quoi faire, etc. Donc on a beaucoup réfléchi à ça et on s'est dit, on commence systématiquement nos interventions par un échange, on prend le temps de savoir donc, quels réseaux sociaux ils utilisent, on en découvre parfois certains, ça nous permet de rester à la page puisque ça évolue tous les 6 mois à peu près. Donc ça c'est hyper important pour nous, pour comprendre déjà par quels canaux ils reçoivent de l'information et ensuite quel type d'information. Donc nous on analyse ça aussi, c'est hyper intéressant pour nous. Parfois, ça nous donnerait presque des idées de sujets aussi à traiter. Et à partir de ça, on essaie aussi de s'adapter. Alors, c'est sûr que derrière, on a toujours une trame où on essaye de leur raconter notre métier. On parle forcément des médias traditionnels. Alors nous, on est journalistes indépendants et on travaille aussi pour des médias indépendants. Donc on a quand même cette optique d'aborder d'autres types de médias que des médias mainstream, que des médias de masse, etc. Donc on a cette sensibilité-là. Mais effectivement, une résidence, ça dépend des journalistes, ça dépend des enseignants qui l'encadrent aussi, de l'investissement de la classe, ça dépend des élèves, c'est du cas par cas. Et il y en a qui ont des réceptions médias très différentes au sein de la classe. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être homogène. Donc ça dépend vraiment de l'intervention. Donc oui, je rejoins tout à fait ça. Et il faut être très attentif à ce qu'ils font et intégrer leur usage des réseaux sociaux dans le cours, je vais dire. Nous, on utilise Twitch, on utilise TikTok, on utilise leurs moyens de... ce qu'ils connaissent en fait pour les sensibiliser et leur donner goût à l'information aussi, mais on n'essaye pas de les dévier, on leur dit pas non, il faut consulter ta média, ça c'est quelque chose qu'on évite, on n'essaye pas de normer effectivement leur façon de consulter l'information, mais on leur ouvre un autre spectre et ce qui pour nous paraît intéressant, c'est que ça reste diversifié, on leur dit très bien, l'information sur TikTok, pourquoi pas, mais aussi aller voir peut-être d'autres médias et voilà, c'est vraiment diversifier leurs sources plutôt que de leur dire quel canal utiliser. Y compris aller voir des médias, on va dire, de réputation un peu douteuse pour voir comment ils fonctionnent? Alors, ils vont tomber dessus, de toute façon. Et quand ils tombent dessus, nous, une des questions qu'on a le plus souvent, c'est est-ce que c'est bien ce site? Est-ce que c'est vrai? Et donc, en fait, je ne leur donne pas la réponse tout de suite. On va chercher ensemble, collectivement, pour comprendre ce que c'est, ce média. Et après, libre à eux aussi d'en penser ce qu'ils veulent. Alors, je sais qu'une étude a été menée par Madame GL à ce sujet, et elle accompagne justement la préparation de cette journée. Je pense que vous pouvez peut-être tirer quelques conclusions ou faire quelques observations de ce que vous avez pu voir. Voilà, c'est un travail collectif que nous avons mené à 4, qui nous a permis de rencontrer, je dirais, à peu près 40 adultes qui sont impliqués dans des degrés, dans des
dans des secteurs professionnels différents, des enseignants, des professeurs documentalistes, des journalistes, des professionnels de l'éducation populaire, etc. Et nous avons rencontré entre 25 et 30 jeunes aussi, donc c'est plutôt Nolwenn Tréandard qui les a rencontrés. Je pense qu'on peut tirer de ce travail d'enquête que nous avons mené, on peut tirer à peu près 6 constats, donc je vais les énoncer. Et bon, pour l'instant, donc le rapport n'est pas encore finalisé. Notre ambition, c'est d'arriver à le finaliser au 30 mai, on va dire. Et ensuite, donc, j'espère qu'il pourra être disponible et rendu public si le conseil départemental le juge opportun. Le premier constat, il concerne vraiment la Haute-Savoie, et c'est de dire que nous avons pu rencontrer à la fois les personnes que nous avons rencontrées directement et puis l'écho qu'ils ont fait des autres activités. Donc, il y a un grand nombre d'acteurs sur le territoire de Haute-Savoie qui sont impliqués, qui développent des actions en éducation aux médias. Et la recommandation qu'on pourrait en tirer, si vous voulez, c'est en nous appuyant sur leurs demandes et leur propre témoignage, c'est de dire qu'il y a un besoin aussi assez grand de coordination entre les acteurs et de connaissance des activités qui sont réalisées les uns par les autres. Alors, ce que nous avons aussi compris, c'est que ce travail de coordination, d'information, de cartographie, il est en route, aussi bien du côté de l'Académie de Grenoble que du côté de la ville d'Annecy qui a créé un coordinateur, du département qui a créé un chargé de mission inclusion numérique, de dispositifs comme InfoJeunes ou l'IREPS qui sont aussi dans la construction de bases de données, de repères, etc. Mais il faut aller vraiment dans ce sens-là. Le deuxième constat, c'est la question en même temps, c'est la question du périmètre de l'éducation aux médias et à l'information. Elle est différente selon les acteurs, mais on peut voir quand même qu'il y a quelques questions qui sont les plus récurrentes, notamment autour de l'information journalistique et de la désinformation. Alors, nous avons eu, pour qu'il n'y ait aucun malentendu sur ce que je vais dire par la suite, nous avons eu des retours extrêmement positifs sur les résidences qui ont été réalisées avec les journalistes, aussi bien du côté des jeunes que du côté des enseignants et du côté des journalistes. Donc voilà. Donc Donc ce que je vais apporter n'est absolument pas contradictoire avec cela. Nous avons bien compris qu'on est dans les complémentarités d'action. Et donc, alors les deux autres questions, excusez-moi. Les deux autres questions qui sont traitées, c'est à la fois dans l'éducation nationale et en dehors de l'éducation nationale. Donc c'est vrai aussi pour l'information journalistique et la question de la désinformation, du vrai et faux, etc. C'est la question du harcèlement et puis la question aussi qui monte, mais alors plutôt du côté du secteur social, c'est la question du temps de gestion, comment on gère les écrans, etc. Alors la demande des professionnels, mais qui recouvre aussi les demandes des jeunes, telles qu'elles ont été formulées, et puis voilà, des professionnels, des enseignants et puis d'autres professionnels qui travaillent depuis très longtemps aussi sur ces questions, c'est d'une part de dire que ça serait important de l'ouvrir à d'autres dimensions que l'information journalistique. Voilà, l'EMI, c'est pas seulement ça. Il y a un besoin d'avoir une culture numérique large sur comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les plateformes, qu'est-ce que c'est que la publicité, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux acteurs qui sont quand même de taille gigantesque, qui reposent sur des normes juridiques qui sont états-uniennes, étrangères, etc. Donc ça a créé des brouillages quand même dans la représentation de ce que c'est que la liberté d'expression, etc. Donc il y a un besoin de construire à la fois du point de vue juridique, du point de vue culturel, du point de vue socio-économique, une culture numérique large. L'autre élément qui est revenu, et qui est en lien, enfin qui recoupe ce que nous disions tout à l'heure, c'est un besoin de renforcer la légitimité de l'éducation aux images avec des dispositifs qui existent, donc vous en avez cité tout à l'heure des dispositifs soutenus par le ministère de la Culture, qui sont à la fois dans l'éducation nationale, dans l'éducation populaire aussi. Alors les demandes plus précises, c'est ce que des enseignants vont appeler, oui, mais on voudrait travailler sur, entre guillemets, la gestion des émotions. En fait, la gestion des émotions, nous y travaillons aussi un peu avec Nolwenn, donc dans un autre cadre, sur la question des émotions liées aux images chocs, etc. Ça recoupe beaucoup
beaucoup de questions. Ça recoupe la question de la lecture politique des images, hein, l'interprétation. Bon, bref. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse à la fois les enseignants et les élèves. Hein, le travail sur l'image, à la fois un travail d'interprétation, mais aussi un travail de production, hein, évidemment. Le troisième point, c'est la question de la nature des intervenants. Qui est-ce qui intervient sur l'éducation aux médias? Les enseignants sont à la fois assez heureux d'accueillir et donc parfois aimeraient connaître davantage de partenaires. Alors, les journalistes sont assez présents, en tout cas sur le territoire de Haute-Savoie. Ils sont, ceux que nous avons rencontrés en sont très contents et sont demandeurs, mais ça serait intéressant en tout cas de diversifier ces intervenants, c'est-à-dire que des artistes, des réalisateurs, mais aussi des artistes puissent intervenir, parce que l'éducation aux médias, l'éducation à l'image, ça fait voilà, des artistes, des éditeurs aussi, le monde de l'édition est intéressant, et puis des chercheurs, ça c'est... Quatrième question, la question des modalités des interventions. Comment ça se passe, l'activité aux médias? Et là, je dirais qu'on a une sorte de consensus, en fait, de tous les professionnels rencontrés dans tous les secteurs, c'est de dire il faut de la durée. Une intervention ponctuelle, ne croyez pas qu'on peut résoudre un problème entre guillemets, mais en tout cas, travailler sur une question liée aux médias de façon rapide. Ne croyez pas qu'on peut faire de la radio en 3 heures. Ne croyez pas, voilà. Il y a une demande de durée qu'on doit entendre à la fois comme durée, c'est-à-dire c'est par exemple une satisfaction forte sur des durées longues du genre une semaine intensive où on se consacre à ces activités-là, mais aussi la question de la régularité. Pour les élèves, c'est très important que ça soit inscrit dans l'emploi du temps, que ça revienne de façon régulière, etc. Voilà, durée, régularité. Cinquième point, le contenu. Qu'est-ce qu'on doit... voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du programme parce qu'effectivement, il est très large, mais retenons en tout cas l'importance, et là aussi, il y a une sorte de consensus sur le fait que ça doit à la fois être des éléments théoriques, hein, de compréhension, parce que les industries du numérique ont été créées dans le prolongement des industries culturelles, mais elles sont aussi plus complexes. Elles recouvrent aussi aujourd'hui toutes les activités sociales et affectives, et donc c'est compliqué, il faut prendre le temps de comprendre, et le faire, c'est très important, mais la compréhension théorique aussi, et donc articuler les deux, ou en tout cas penser toujours la nécessité des deux. Le sixième point, c'est la question de la formation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait faire tout ça, dans la durée, etc., la question de la formation des professionnels, là aussi dans la durée, parce que ce que l'on constate, par exemple chez les enseignants, parce qu'en plus des focus group, nous avons pu faire un petit questionnaire, comme vous le savez, qui a recueilli 66 réponses, donc c'est quand même un volume qui est à la fois modeste, mais intéressant. Et ce qui est frappant, c'est de voir que les enseignants, par exemple, qui ont déjà eu une formation, soit initiale, soit qui ont déjà, sont aussi ceux qui sont demandeurs de formation continue, parce qu'ils ont compris que les industries du numérique, notamment, sont, il faut voir les choses comme elles sont, c'est la proue du capitalisme contemporain. Ça veut dire qu'elles sont en permanence en situation d'innovation. Donc, dès qu'on a mis un pied dans la compréhension du fonctionnement des médias, eh bien, on a compris qu'il était en permanence en renouvellement, même s'il y a quand même des données permanentes. Enfin, je veux dire, il y a aussi des connaissances qui se cumulent. Hein. On n'est pas non plus dans une révolution permanente, pas du tout. Mais en tout cas, il y a de l'innovation, donc il y a un besoin de formation qui est très important. Formation théorique, hein, formation aussi sur la pratique, hein, c'est-à-dire il y a une demande et il y a peu finalement de formation des professionnels sur la dimension pratique, et elle est très importante cette formation pour les enseignants. Donc aujourd'hui ce qu'ils ressentent, c'est que voilà, ils se sentent pas assez légitimes aussi, et donc elle est importante la formation des enseignants par exemple, hein, dans l'école, pour rééquilibrer la relation de légitimité avec les intervenants extérieurs. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Alors est-ce que tous les enseignants pourront être formés? Probablement pas, mais en tout cas qu'il y en ait davantage, qui puissent s'emparer de ces questions, c'est vraiment une urgence avec une formation vraiment de fond. Le dernier point qui serait, oui, alors ça sera un 7e point, c'est sur la question des inégalités sociales. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et là aussi on a beaucoup de travaux
qui depuis une vingtaine d'années d'ailleurs, c'est pas du tout récent, montre que le numérique, les outils numériques renforcent les inégalités sociales. Donc il y a des inégalités sociales numériques. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit un peu, les images, c'est des images et du texte, d'accord? Donc il faut interpréter les images, mais il faut aussi lire du texte pour comprendre la signification des images, etc. Notamment pour ces raisons-là. Donc il y a il y a aussi beaucoup d'autres habiletés, compétences que les milieux favorisés vont développer davantage dans le contexte professionnel, que les milieux populaires ne vont pas pouvoir développer dans un contexte professionnel. Et du coup, le rôle des médiations parentales est beaucoup plus grand dans le numérique. Enfin, il existe aussi par rapport aux autres médias, mais c'est renforcé. Et donc, il y a une urgence particulière par rapport aux publics qui sont des publics populaires, on va dire, des établissements à recrutement populaire, en sachant aussi que ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué parce qu'il y a une plus grande défiance institutionnelle, parce que c'est des publics qui vont être davantage sensibles au sens se sentir agressés aussi s'ils ressentent trop de dimensions de moralisation de leurs pratiques. Et donc comment est-ce qu'on travaille à diversifier leurs activités, accroître leur compréhension du fonctionnement des médias sans avoir l'air de moraliser excessivement, même si les questions de normes, que ce soit des normes éthiques, c'est-à-dire les normes que chaque individu s'impose à lui-même pour être en cohérence avec ses propres valeurs, mais aussi des normes juridiques, sont évidemment centrales aussi dans l'éducation aux médias. Je m'arrête là. En vous entendant, je me dis que le trio idéal serait, pour l'éducation aux médias, devrait être composé d'un journaliste, d'un chercheur et d'un artiste. Et à ce titre-là, on pourrait effectivement faire un travail tout à fait intéressant. L'autre chose qui me semble importante, vous avez plusieurs fois répété le mot urgence, et je crois qu'il y a effectivement une double urgence, c'est-à-dire une urgence parce qu'il y a des publics prioritaires, et puis il y a une deuxième urgence, mais là je me tourne vers M. Péaka, il y a une deuxième urgence, c'est que les choses vont de plus en plus vite. Lorsque le Clémy est né, on était dans un paysage complètement différent de maintenant, et on en est même maintenant à, je dirais, situer les classes d'âge en fonction des pratiques, les vieux étant sur Facebook, les jeunes étant sur TikTok, etc. Mais effectivement, c'est un paysage qui va de plus en plus vite. Oui. Mais je suis tout à fait... Juste, les jeunes, ils sont sur 4 ou 5 réseaux. Oui, TikTok, c'est... Oui, non, parce que c'est vrai que TikTok est celui un peu la proue et qui est en train d'augmenter de plus en plus vite. Et puis ça évolue très très rapidement. Mais non, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. C'est ce triptyque, mais cet élargissement et puis cette demande de la part des enseignants. Parce qu'il y a aussi un détachement de plus en plus des enseignants par rapport... C'est-à-dire que les élèves, moi je les trouve par rapport à ma génération, on dit souvent, bon, cette génération... Mais moi je les trouve beaucoup plus actifs, beaucoup plus réactifs aussi, parce que justement ils ont ces stimulus. Et donc ils sont demandeurs aussi. Et ils jugent énormément de plus en plus les profs, les enseignants. Et les enseignants ont un travail énorme, ils doivent être à l'auteur. Et pour être à l'auteur, il faut avoir de la formation. Donc c'est fondamental la formation. Et la formation... J'entends des fois des programmes, oui, alors en quelques heures, vous allez les former. Mais on ne forme à rien du tout, ça ne sert à rien. Ne mettez pas de l'argent, je dis, ne mettez pas de l'argent pour quelques heures de formation, gardez-le pour faire autre chose. Ne le mettez pas, il faut mettre les moyens. Parce que les moyens, c'est aussi financier, mais c'est vraiment une urgence, il faut mettre les moyens sur la durée. Sur la durée, c'est fondamental. Alors, je me tourne vers Madame Kervella, mais vous-même, en qualité de chercheuse, est-ce que vous avez eu l'occasion de tout simplement former des enseignants sur ce genre de questions urgentes? Et des enseignants du secondaire, j'entends. Mais alors oui, mais je pense qu'on oublie les enseignants documentalistes. Et moi, je trouve qu'on a quand même ce que moi je trouve vraiment pour le coup extrêmement problématique, c'est qu'on a des enseignants qui sont formés et très bien formés. Alors je le dis d'autant plus que moi j'interviens de manière minimale dans ces formations, mais mes collègues le font. En France, on a des enseignants qui sont formés en sciences de l'information et de la communication, qui ont des formations continues, qui professionnellement s'organisent. Enfin, voilà, moi j'ai la chance de participer à des journées de formation. Enfin, je suis toujours impressionnée par les programmes que ces enseignants finalement s'auto-créent. Et on a quand même encore beaucoup de mal à en faire des acteurs centraux de l'éducation aux médias et à l'information, en tout cas à l'école. Et voilà. Moi, les documentalistes non.
Mais en l'occurrence, vous avez aujourd'hui évidemment qu'il y a tous les enseignants disciplinaires quand on fait de l'éducation morale et civique, évidemment. Et c'est très bien qu'il y ait cette interdisciplinarité, évidemment. Mais pour moi, une des problématiques reste encore que les enseignants documentalistes, en tout cas moi, dans mon bassin donc des Hauts-de-France, doivent quand même se battre pour faire reconnaître leur place, reconnaître leurs compétences. Et là, vous avez des gens qui ont une formation initiale avec toute une partie finalement dédiée à l'éducation aux médias et à l'information. Après, moi maintenant, j'interviens effectivement donc là pour former des éducateurs de PJJ ou pour former des professeurs dans le cadre du PAF, souvent. Plan académique de formation. Voilà, excusez-moi, plan académique de formation, pardon. Et c'est vrai que nous, on se bat beaucoup pour ces questions de longueur. Et moi, je suis assez d'accord. Nous, maintenant, moi, dans mon laboratoire, des fois, on refuse d'intervenir sur des choses extrêmement ponctuelles, parce que moi, je pense que des fois, ça ne sert à rien. Voilà. Oui. Alors, il faudrait de toute façon qu'on soit dans une formation, je parle de la formation des enseignants en général. Il faudrait que la formation média soit, on va dire, présente dans la formation initiale, et soit, on va dire, une sorte de socle commun, de façon à ce qu'il ne concerne pas seulement les professeurs documentalistes, mais qu'elle concerne tous les enseignants. C'est la même difficulté que moi je rencontre avec l'éducation aux arts et à la culture, qui n'est pas assez transdisciplinaire, et qui fait que généralement, certains enseignants estiment qu'ils sont plus qualifiés que d'autres ont un rapport plus pusillanime à ce genre de choses, mais effectivement, ça doit être davantage partagé. Oui, je pense qu'il y a un double. Pour moi, il y a un double. Je pense qu'il y aurait deux pistes intéressantes à mener en même temps. C'est, encore une fois, j'insiste, mais cette reconnaissance, encore une fois, des profs doc et un peu de EMI de base, pour moi, pour tous les professionnels de l'éducation. Moi, je vous dis, je suis à l'ENPJJ aujourd'hui, et ça fait 2 ans. Il y a un module pour les éducateurs, éducatrices, d'éducation aux médias, à l'information, donc pour des gens qui vont prendre en charge des jeunes sous main de justice. On a 9 heures. 9 heures sur 18 mois de formation. Alors après, on compte sur la formation continue, mais vous imaginez bien que des éducateurs, éducatrices de PJJ, ils ont aussi autre chose à faire que de pouvoir se détacher de leur service pour aller faire un peu de formation continue en EMI. Et au regard de la place du numérique dans nos vies, 9 heures en fait, sur 18 mois, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Oui. En fait, on est au cœur de ça au CMEA, parce qu'on a une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est des questions qui reviennent assez régulièrement, les questions de la formation des enseignants. Il y a quand même une chose qu'il faut dire sur les profs doc. Il y en a combien par établissement? Voilà. 1 ou 2 pour quelques centaines, voilà. Donc ça revient toujours entre le quantitatif et le qualitatif, parce que moi je pense qu'il y a de la reconnaissance. Les profs doc, ils sont très, très isolés. Voilà. Oui, non, mais voilà. Il y a peu de temps, c'est pas le débat sur les profs doc, mais il y a un travail de reconnaissance qui est en cours, et en tout cas, on va je pense qu'on va dans le bon sens. Et là où on peut questionner, comme dire, sur les formés, mais qui, sur quoi? On distingue au CMEA la différence entre l'accompagnement, la médiation culturelle et l'accompagnement culturel. Ou de la médiation culturelle, on accompagne des jeunes à la rencontre d'une œuvre, d'un film, d'un documentaire, voilà, où là il y a un certain nombre, tous les apprentissages que vous avez largement cités dans les fondamentaux de l'école, etc. Voilà. Mais l'accompagnement culturel, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on est quasiment au même niveau entre un adulte et un jeune, et on les accompagne dans un environnement qui est quelquefois hostile, voilà, où ne sont pas des œuvres, mais ce sont des images qui sont les médias sociaux, etc., ce qu'ils fréquentent tous les jours, dans le quotidien. Donc là, dans un accompagnement. Et là, c'est pour ça qu'il y a une force, mais vous ne l'avez pas dit, mais je me permets de le dire, dans les projets que vous avez cités, peut-être qu'il faut être un tout petit peu modeste sur l'effet, en fait. Je crois l'effet de rencontrer des journalistes, mais derrière, il y a une pédagogie de projet, en fait. Donc on sort de la classe et on est dans une pédagogie de projet. Et là, j'ai vu les images, nous, c'est bien, on adore ce type d'action, parce qu'on est dans la production, on est dans la réflexion, on est dans l'agir, on est dans la fabrique de l'information qui permet de voir toutes les étapes, voilà, et de se poser les questions au moment où ça arrive. Mais ça, c'est du qualitatif, ça demande du temps, ça demande de l'argent. C'est pour ça que je reviens au point de départ
motivant, comme dire, les collectivités pour avoir des projets sur le territoire pour soutenir ça. Mais il ne faut pas, comme dire, l'opposer ou oublier le quantitatif, c'est-à-dire que quand même que chaque jeune dans son parcours scolaire sorte, voilà, si je ne me trompe pas, enfin, vous me direz le contraire, je m'adresse à vous, il n'y a pas de prof disciplinaire, l'éducation média, l'information. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, ça, j'ai aucun avis là-dessus, mais c'est un constat. Mais ça, au moins quelque chose comme ça permettrait, rappelez-vous, au début de toute l'arrivée du web, on a développé plein d'espaces multimédia, y compris dans les établissements scolaires, etc. Et il y avait des statuts un peu intermédiaires, des assistants éducatifs, voilà, peut-être avec des contrats aidés, etc., mais qui animaient les espaces multimédia. Et après, puisqu'on a dit que c'est démocratisé maintenant, tout le monde est équipé, etc., il n'y a plus besoin de cet accompagnement. C'était une erreur. Je pense que c'était une erreur à ce moment-là. Donc on ne retrouve plus ces corps intermédiaires ou des intervenants en milieu scolaire qui pouvaient animer ou porter des projets. En tout cas, des projets tels que vous avez décrits, certes, il y a ce que vous apportez en termes de connaissances, etc., mais il y a aussi l'effet groupe et l'effet, ce que ça mobilise, quantité d'apprentissage, l'engagement, l'expression, la coopération, enfin, qui redonne de l'envie d'apprendre différemment. Voilà. Et en plus, quand ça touche une thématique qui les concerne tous les jours, là, c'est tout bonus. Alors, comme nous arrivons vers la fin et qu'il faudra bientôt que nous concluions, j'aimerais qu'on revienne à l'essence européenne du projet dont nous parlons, et donc des résidences transfrontalières. Et j'aimerais qu'on puisse mettre un petit peu en perspective l'éducation aux médias en France avec ce qui se fait dans d'autres pays. Monsieur Piaquin, vous avez rappelé que l'Italie avait été effectivement souvent considérée comme un laboratoire politique. Peut-être pourrait-on commencer par là, c'est-à-dire quid de l'éducation aux médias chez nos collègues transalpins? Voilà. Non, c'est souvent un laboratoire, mais sur l'éducation aux médias, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais pas dans la durée. C'est-à-dire que c'était souvent très ponctuel. Et c'est ça le gros problème, la ponctualité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans la... Excusez-moi, mais c'est vraiment fondamental, dans la durée. C'est-à-dire que si on fait des projets ponctuels, on les laisse mourir, quelle est l'utilité? Donc, la pédagogie est très forte en Italie en général. Il y a un gros effort qui est fait sur la pédagogie, mais sur l'éducation aux médias, il y a eu des projets. Moi, on m'a demandé de participer il y a déjà plus de 20 ans à des projets médias. Il y a plus de 20 ans, donc c'était très en avance sur son époque. En France, il y a 40 ans. Ah, donc... Non, mais je reportais là. Donc c'était par rapport à ce qui se faisait, ce qui se fait maintenant, c'était très à l'avance. Et je dirais, c'est plus en avance de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire qu'on a pris du retard par rapport à il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y avait plus de moyens il y a 20 ans et on a diminué les moyens maintenant. En tout cas, je parle pour l'Italie, je ne sais pas justement la situation en France, mais j'ai l'impression presque qu'il y avait plus de moyens il y a 20 ans que maintenant sur l'éducation mondiale, alors que cette question est fondamentale au niveau aussi des inégalités. C'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que vraiment l'école est au centre de la démocratie, parce que l'école reçoit tous les publics. Et le numérique est au cœur de la démocratie. Et quand on a des familles éduquées, on les éduque. Peut-être l'école n'a pas vraiment une grande fonction quand on a déjà son papa et sa maman derrière. Mais quand on n'a pas papa et maman qui peuvent nous faire réfléchir à ça, mais il ne reste plus que l'école. Et l'école a une fonction fondamentale. Et souvent, c'est en train énormément de changer, mais certains même professeurs, oui, mais bon, il y a d'abord les maths, l'italien, et puis bon, après ça, oui, ça peut être éventuellement. Mais non, c'est de la même importance, voire plus, parce que c'est vraiment là-dessus que vont se jouer si on sera un acteur actif et si on sera un acteur passif. Et les grands médias, les grands groupes veulent de la passivité. Pourquoi? Parce que c'est des vendeurs de consommation. La société de consommation... Madame, l'enjeu est là, c'est un enjeu démocratique, c'est fondamental. Alors, comme il est temps de clore, je suis vraiment désolé, mais cet écran clignote, c'est extrêmement anxiogène. Madame Gastallier, je vais vous demander d'apporter un point final à cette réflexion qui, comme vous le voyez, touche des questions politiques particulièrement précises.
Oui, non, mais de toute façon, les enjeux d'éducation aux médias sont en plein débat et j'espère qu'on va pouvoir faire un peu de jus de cerveau jusqu'à demain pour voir l'avenir de l'éducation aux médias. Je crois qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas faire des opérations commando, 1 heure de lutte contre les fake news dans un établissement, ça n'aurait aucun sens si on n'explique pas ce qu'est l'information, ce que sont les médias et le journalisme et la liberté d'expression. Pour pérenniser ces projets, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, même nous on se les pose. On ne pourra pas toujours avoir un journaliste en renfort d'un éducateur dans un établissement. Et c'est déjà une charge de travail colossale. C'est un investissement de notre part aussi. Alors on adore, mais c'est vrai qu'on est journaliste avant tout et on ne peut pas passer 80% de notre temps à faire l'éducation aux médias. Et on commence, nous, à refuser certains projets, en tout cas les projets trop courts, parce qu'on se rend compte qu'il faut être dans l'évolution, dans la construction. Et c'est vrai que ça ouvre la porte à beaucoup de réflexions sur qui pour encadrer, comment faire intervenir les journalistes et comment pérenniser ça. Un dernier mot, dans nos établissements, on essaie de former les enseignants autant que possible au matériel, à la question de l'éducation aux médias aussi. Il y a quelques jours encore, j'ai appris que l'établissement où j'étais voulait s'équiper d'un studio radio après 4 ans de résidence. Donc c'est un succès, ça veut dire qu'ils ont envie de continuer et j'étais ravie. J'ai pris le temps, alors que ce n'était pas prévu, de former un des enseignants qui s'occupe de l'atelier musique sur le type de studio radio qu'on avait. Et c'est très important parce que si demain on n'intervient plus, ce serait dommage que ces projets s'arrêtent et on a beaucoup d'enseignants, de directeurs, de directrices d'établissements qui nous disent qu'ils ne se voient pas arrêter l'éducation aux médias aujourd'hui, même si parfois les projets peuvent paraître un peu lourds. Il faut réfléchir au format pour pas que ce soit trop invasif, je pense, et en même temps que ça soit vraiment intégré dans le processus. Je vous remercie tous infiniment. Alors merci, ça a été une belle table ronde, très riche. Alors, information de service, il y a le déjeuner maintenant. On se retrouve ici à 14h. Il y aura une autre table ronde avec, disons, les résultats, quelles leçons tirées du projet. Donc, dans la salle d'accueil, vous trouverez le déjeuner.